Bienvenue dans La Vie en Bleu, le podcast où la spiritualité, l'énergétique et le développement personnel se rencontrent pour vous inspirer et vous guider. Je suis Benjamin, je suis artiste, canal et thérapeute. J'ai eu l'élan du cœur de créer cet espace de partage pour soutenir les personnes en quête de compréhension et d'outils pour leur cheminement en conscience. Toutes les 2 semaines, seul ou avec des invités, je vous invite à explorer des pratiques, des clés et des réflexions pour vous reconnecter à votre nature profonde et aller vers une vie alignée à votre essence lumineuse. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Vie en Bleu. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Laurie Imbert, qui est aussi connue sous Esprit en Voyage sur Instagram. Comment ça va, Laurie, aujourd'hui? Ça va bien, merci. Et toi, Benjamin? Ça va. Vraiment content de te recevoir. Ça fait un petit moment qu'on parlait de faire un épisode ensemble, donc c'est enfin le moment. Bah ouais, plaisir partagé, vraiment. Mm, mm. Et donc, on a plein de choses à dire aujourd'hui. Donc, je sais qu'on peut dérailler sur plein de sujets. Donc, on va voir comment on se recentre. Mais déjà, on va te présenter un petit peu. Donc, nous 2, on s'est connus, en travaillant ensemble dans les jeux vidéo, mais tu fais aussi des soins énergétiques, du chamanisme. Donc, tu as plein de choses à dire sur ton parcours. Donc, je te laisse un peu nous dire, qu'est-ce qui t'a amené dans ces pratiques-là? D'où tu viens, en fait? Bah oui, vaste question. Alors, je vais essayer d'être, succincte. Hem, je te dirais, je commencerai bien par, peut-être mon enfance, parce que je trouve que quand on regarde un peu, les enfances des gens, ça donne des indications et c'est vrai que moi, j'ai toujours été connue comme, la Miss Lune, en tout cas, une petite enfant qui était vraiment, très fortement dans son imagination, qui avait un ami imaginaire et notamment dans ma cour de récré, je jouais fortement avec lui, je me liais d'amitié avec, des arbres. Je faisais, carrément en fait des méditations, puis même ce qu'on pourrait appeler des formes de voyage astral, avec lui, où je rentrais en connexion en fait avec des univers, avec des mondes et j'en avais des compréhensions, des interactions, des ressources en fait que je retirais de tout ça. Mais sans forcément me poser la question. Quand tu es enfant, tu fais juste jouer et puis c'est très bien comme ça. Et puis, bah, à l'adolescence, comme beaucoup, bah, j'ai fermé pas mal de portes parce que, bah, j'avais besoin simplement, bah, d'être, plus ancrée, puis plus cohérente avec, mon environnement, actuel et puis, d'être, aussi, en synergie avec, les adolescents et puis avec la vie, en fait, tout simplement, ici. Et la vie a fait en sorte que, bah, ça m'a ramenée, hein, ça m'a réouvert, des portes. Je te dirais que, l'événement déclencheur, c'était, le décès de ma maman. Ma maman, elle est décédée d'un cancer et au moment de son décès, alors qu'on s'y attendait pas vraiment, ça a été très rapide. Moi, je me suis vraiment posé des questions sur, bah, la vie, tout simplement, les mystères de la vie. Pourquoi on est ici? À quoi ça sert? Finalement, étant donné qu'on va tous mourir, qu'est-ce qu'on fait de ce temps qui nous est imparti? Et ça a été un peu mon point de départ de recherche, de questionnement. À ce moment-là, j'étais déjà dans la vie active et j'étais déjà, en fait, dans le jeu vidéo. Mais un peu plus tard, j'ai eu l'occasion de migrer à Montréal, puis c'est là où on s'est connus d'ailleurs. Et à Montréal, c'est comme si tout plein de portes s'étaient ouvertes. Il me semble que, au-delà de la mutation professionnelle qui m'avait permis d'être dans ce territoire-là, c'est comme si d'un seul coup, je reconnectais avec une terre qui me reconnectait avec mes ressources, avec mes mémoires, avec quelque part, des dons, si on peut appeler ça comme ça. En tout cas, ses talents propres et en fait, elle a réveillé tout ça chez moi. Ça s'est fait en plusieurs années, bien entendu et les 1res étapes, c'était via le chamanisme parce que, je m'intéressais aux états modifiés de conscience. J'avais fait, pas mal de méditation avant et quand je suis arrivée à Montréal, ben, j'ai vu qu'il y avait des cercles chamaniques, des formations, notamment avec la fondation Shamanic Studies et donc j'ai commencé comme un cursus et quand j'ai commencé ces voyages chamaniques, je me suis dit: «Waouh, mais je connais par cœur. C'est un retour à la maison. Je sais ce que c'est, en fait». Et pour moi, c'était facile, c'était évident. Il y avait une vraie joie, en fait, de reconnecter avec, ces éléments-là et je me suis, du coup, beaucoup amusée. J'ai appris, j'ai fait pas mal d'ateliers, de formations, de stages, j'ai multiplié un peu les expériences autour de ça et puis, en parallèle, puisque je cherchais quand même à, quelque part, tu guérir, si on peut dire ça, mais en tout cas traverser le deuil que je portais encore de ma maman.
eh bien, je me suis intéressée à d'autres approches, en fait, des approches, qu'on va dire plus holistiques, plus intégratives et notamment, j'ai découvert comme ça une thérapeute énergéticienne qui est devenue une de mes mentors, une de mes enseignantes avec qui, j'ai beaucoup appris également et donc j'ai suivi en parallèle aussi, on va dire des cursus, et des stages et formations qui sont plutôt orientés, énergétiques. Donc avec ces 2 bagages en parallèle, bah, j'ai continué finalement à me former, puis au fur et à mesure du chemin, comme on peut s'en douter, on change beaucoup, on se transforme, énormément. Jusqu'à un moment donné où, bah, au travail, je me retrouvais plus trop. Je sentais que j'étais un peu sur le bord du burn-out, donc j'ai décidé de prendre les devants et de prendre un 6 mois sabbatique, pour aller en Amérique latine. J'avais comme le goût, tu vois, de me balader dans ces lieux, emblématiques, incroyables, mythiques, les temples mayas, aztèques, tout ça, pour goûter l'énergie des lieux, en fait. Donc j'allais méditer sur ces temples sacrés. Puis j'écoutais, je m'imprégnais de ce qui se passait. Des fois, j'avais des choses, des fois, pas grand-chose, mais j'ai beaucoup aimé, en fait, voyager seule et vraiment faire mon chemin, écouter à tous les jours ce dont j'avais besoin et cetera. Ça m'a vachement apporté et au retour de ça, quand je suis retournée travailler puis que je me suis remis, voilà, à vivre à Montréal, j'ai vécu un autre épisode qui était marquant et en fait, je suis allée à une conférence où il y avait, une canalisation, d'Isis. Je savais pas que c'était ça à l'époque. Hem et en fait, cette personne qui canalisait, en fait, à un moment donné, s'est mise à chanter et moi, je suis partie en transe sur ma chaise, d'un seul coup. Je me suis mis à bouger dans tous les sens, je me suis mis à me tordre, et surtout, j'avais donc en chamanisme, on parle de fusion, donc j'avais vraiment ces animaux qui fusionnaient les uns après les autres en moi. Je sentais aussi les présences de mes guides, tu sais, qui me tenaient les épaules en me disant: «Tout va bien, ne t'inquiète pas» et c'était à la fois hyper serein et complètement, ahurissant comme expérience, en fait. Je m'attendais pas du tout à ça et surtout, ça s'est pas arrêté là. C'est-à-dire que quand le soir, moi, je suis rentrée chez moi, je pensais que, bah, j'avais vécu un épisode un peu bizarre, mais ma foi, tu sais, j'allais continuer ma vie. Mais en fait, quelques jours plus tard, puis ensuite tous les jours, puis en plus plusieurs fois par jour, j'ai refait ce qu'on appelle, des montées de Kundalini spontanées. En fait, j'avais vraiment des fortes montées d'énergie qui se réveillaient dans mon corps, qui venaient réveiller des vieilles blessures, qui me faisaient de la libération émotionnelle, qui me demandaient de prendre des positions, corporelles particulières pour, bah, vraiment comme pour m'essorer, pour, vraiment faire circuler, l'énergie qui était présente, en fait et j'ai eu la chance de trouver quelqu'un qui m'a aidée à stabiliser puis canaliser ça et ça a duré 2 ans. Il a fallu 2 ans pour que je sois, capable, en fait, vraiment d'être en maîtrise de ce qui se passait à l'intérieur de moi. Avant ça, bah, j'ai un peu subi et mine de rien, bah, j'ai tellement été un peu seule dans cette expérience. Alors j'ai eu de la chance, hein, j'ai eu des gens qui m'ont accompagnée, des mentors, mais autour de moi, j'avais personne à qui en parler, en fait. Dans mon cercle d'amis, dans ma famille, c'était pas possible et cette solitude-là, je l'ai un peu mal vécue et mine de rien, ça a aussi fait en sorte que, moi aussi, j'ai eu envie, bah, d'aider les personnes qui vivent des phénomènes particuliers, des expériences, atypiques, des choses, auxquelles ils n'ont pas de référence et puis surtout à qui ils ne peuvent pas vraiment parler à leurs amis, leur famille, sans passer pour un fou. Moi, j'avais envie de devenir une ressource. Voilà, de devenir une ressource pour ce genre de personnes-là et c'est comme ça que je suis devenue thérapeute. Ensuite, quand je suis rentrée en France, j'ai décidé de m'installer et forte, en fait, de tout ce que j'avais vécu avant, de mon bagage quand même, de tout ça, je pratiquais déjà des soins, le week-end, jours fériés, sur des amis, des connaissances, mais finalement j'ai commencé à me lancer, suite à, ouais, la naissance de ma première fille et voilà. OK, tout un parcours donc Ouais, ouais, ça je peux juste imaginer quand tu es tout seul là-dedans, puis que ça se déclenche aussi fort là, ce que ça doit sans prévenir, ce que ouais. ça doit déclencher en soi, puis ouais, pourquoi en fait? Je suis toujours curieux sur le pourquoi. Il y en a ça vient tout doucement, puis ça vient quand tu es prêt, puis d'autres c'est comme si tu Mmh. sais pas pourquoi d'un coup ça s'ouvre sans que tu aies cherché à l'ouvrir et c'est vrai que tu es pas la première à me dire que comme ça, qu'il y a des montées Kundalini subites et puis, qu'après faut dealer avec.
Ouais, et puis, surtout que moi, j'avais pas forcément eu, des transes, très importantes en chamanisme alors que je pratiquais pas mal. Donc j'aurais pu, en fait, savoir ce genre de transe, en fait, spontanée qui est quand même assez connue, bah, justement dans les pratiques chamaniques. Mais il se trouve que je l'ai eu sur la chaise et puis c'était vraiment au moment où il s'est mis à chanter. Ce qui s'est passé, je me souviens encore de la sensation puis l'image, c'est que je me suis dit: «Il c'est un charmeur de serpents». Sous-entendu, ma colonne vertébrale est devenue vraiment un serpent et d'ailleurs c'est un de mes alliés, hein, mais et la façon dont il chantait, il faisait, vraiment vibrer, il faisait bouger, en fait, ma colonne vertébrale exactement comme un charmeur de serpent, tu vois? Donc j'ai vraiment compris aussi que, pour moi, c'était un trigger, un activateur, quoi. Il y avait vraiment, tu sais, on a des vibrations, des il y a des mots clés, il y a des choses qui, en fait, nous déclenchent et on sait pas toujours pourquoi. Des fois, ça va être, un lieu, des fois, ça va être une rencontre, des fois, ça va être, une situation particulière. Et dans mon cas, bah, ça a été littéralement un chant et qui a fait en sorte que ça éclot. C'était prêt, mais ça devait éclore avec un déclencheur, en fait. C'est ça que j'ai compris, après coup. Ouais, puis tu as pris le déclenchement au niveau supérieur quoi, après à ce moment-là. Bah, du coup, ouais, parce qu'en fait, le truc, c'est que ça a ouvert, mais tu sais, c'est pas justement ouvert petit à petit. Ça a pas éclos progressivement comme une fleur qui s'ouvre. C'est d'un seul coup, on est passé de Mmh, rien à tout. Et ouais. ce rien à tout, c'est ça qui a été difficile à gérer parce que, quand tu vis des montées d'énergie, des montées de Kundalini comme ça, faut bien comprendre aussi que, l'énergie, suit l'intention, n'est-ce pas? Donc quand toi, tu pas aligné, que tu es pas en fait, en maîtrise aussi de tes pensées, de tes émotions, de ce que tu vis, ben, en fait, l'énergie, elle suit, aussi ces désalignements, ces désaccords, ces moments de contradiction personnelle que tu as donc, mais sauf que c'est amplifié. Parce qu'il Mmh, y a il y a de la puissance qui est derrière. Donc mine de rien, moi, dans mon quotidien, je voyais aussi, sans vouloir dire que je faisais des dégâts, mais c'est-à-dire que je voyais, en fait, la puissance de ma déviation mentale ou émotionnelle. Ça me montrait tout de suite quand j'étais pas alignée. Donc j'avais pas d'autre choix que d'être dans la maîtrise, d'apprendre cette maîtrise, d'apprendre, à clarifier aussi les centres énergétiques et puis à me recentrer, en fait. ouais. Oui, donc en fait, ça vient te mettre en évidence les fréquences avec lesquelles tu résonnes en toi, que l'extérieur va venir te montrer, te faire ressentir de différentes manières à ce moment-là. Donc j'imagine si tu te connectes à un espace de toi qui est souffrant, tu vas avoir d'autres choses qui remontent à ce moment-là, qui vont être nettoyées ou être vues, par exemple. Mmh. Mmh, Et pour le coup, tu vois, on peut faire le lien avec le fait que, bah, que j'étais dans les jeux vidéo, mais là, je me suis vraiment sentie comme, tu sais, le livre dont vous êtes le héros, quoi. J'étais vraiment, le personnage principal en train de voir immédiatement mon environnement changer et s'adapter en fonction de comment moi j'arrivais ou pas à maîtriser, en fait, cet équilibre-là, puis ces intentions-là. mmh, Donc franchement, c'était assez drôle. Moi, j'ai eu du fun quand même à faire ça. Je vais pas mentir, ça a été fun et en même temps challengeant parce qu'il y a quand même des fois où ça t'arrive où tu as pas envie, c'est pas le bon moment, tu es fatigué, tu as pas envie, tu sais? C'est toujours les moments un peu, on te challenge quand même, tu vois? C'est pas quand tu as envie, c'est pas quand tu voilà, c'est tout le temps en fait. Quand tu choisis vraiment de recentrer puis d'être dans la maîtrise, c'est que ça demande une exigence, constante. ouais. Donc voilà, mais c'était quand même assez intéressant. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup appris parce qu'il y avait une telle rapidité de réaction que ça me permettait aussi de tester plein de choses et de comprendre plein de choses sur moi, sur l'interaction, sur ce principe de vibration, sur ce principe aussi que le monde extérieur reflète notre monde intérieur. Pour le coup, je l'ai appris, d'abord en pratique et ensuite en théorie. C'est plus tard que j'ai compris la théorie, c'est plus tard que j'ai appris qu'il y avait des montées de Kundalini, je savais pas que ça existait. C'est plus tard que j'ai appris tous ces concepts, en fait. Je les ai rattrapés à cause de mon expérience, en fait. Mmh. Ouais, ça c'est pas évident, mais en même temps, moi, c'est ce que je sens qui marche le plus en apprentissage. C'est avant d'aller dans le mental pour apprendre, c'est que des fois on a besoin de le vivre et de l'intégrer. Mais du coup, Mmh. quand tu sais pas ce qui t'arrive, ça peut être perturbant, mais ouais, ça vient placer une fréquence. Mais c'est beau comment du coup tu le racontes pas en état de victime du coup. Tu fais: «OK, il y avait ça, c'était pas évident, mais en même temps ça t'a permis de te connaître, de Mmh. comprendre le monde autour et puis
de jouer avec, en fait. Donc on sent ta partie gameuse, là. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. C'était beaucoup d'observation, de curiosité, en fait. Je crois que c'est Ouais. le mot qui est resté le plus pendant toute cette période-là, parce que même quand je vivais des libérations intenses ou des choses comme ça, j'avais quand même un arrière-plan, cette curiosité, cette fascination de voir ce que le corps était capable de faire, en fait, de ce que j'étais capable de vivre, de ce que j'étais capable de connecter et forcément, bah, tous les canaux étaient très ouverts donc en plus, tu vois, j'avais des interactions aussi avec d'autres, présences, avec, d'autres, voilà, d'autres vécus, d'autres choses qui rendaient d'un seul coup mon monde beaucoup plus intéressant, bien au-delà de la simple réalité, ordinaire que l'on connaît, en fait. Donc ça, c'était chouette. Ouais. Ouais, quand ça ouvre, c'est vrai qu'on se rend pas compte de tout ce qu'il y a autour de nous dans la réalité, là. Enfin, de toute façon, quand tu regardes le spectre des couleurs, on voit, je crois, même pas 4 des couleurs, donc on voit des fréquences, donc Mmh on mh. on voit vraiment peu de choses. Donc quand tu commences à ouvrir tes perceptions, tu te rends compte qu'on est loin d'être seul, à là où on est, là. Donc ouais, mais ça, comment dire? Mais du coup, ça fait que ça a ouvert ton champ de conscience à d'autres possibilités et c'est là où, je pense qu'il y a différentes choses qu'on peut aller voir parce que là, tu as parlé d'une transe, tu as parlé de voyage chamanique, mais c'est vrai qu'il y a plein d'états de conscience modifiés, de voyages de Mmh. conscience. Souvent, les gens parlent de voyage astral comme le seul type de voyage qu'il y a, mais c'est là que moi aussi, par la pratique, je vois qu'on voyage différemment. Donc moi, je sais que, par exemple, quand j'ai commencé vraiment à me reconnecter à moi, c'était en 2020, dans mon début de chemin de guérison, à prendre le temps de méditer. D'un coup, en méditant, je sentais que je partais. Donc je sortais pas de mon corps dans un type de voyage astral, mais je plongeais à l'intérieur de moi, puis on m'emmenait, voir des guides, on m'emmenait dans différents lieux, dans différentes planètes, dans différents plans aussi, voir certaines choses. Donc au début, moi je me disais: «Bah, soit c'est ton imaginaire qui trippe», surtout que quand tu viens des jeux vidéo, moi j'étais très manga, très imaginaire, donc je pense Mmh. qu'il y a ça vient remplir tes possibilités, mais quand c'est des images qui se projettent à toi directement, puis que tu les ressens en toi, puis tu sens cette émotion qui vient, puis c'est des choses que tu as même pas pensé, là tu commences à te questionner, puis à comprendre qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand qui te guide et puis qui te montre en fait qu'il y a bien d'autres choses qui existent et qu'on existe sur différents plans. Donc c'est là où j'étais curieux de toi, de voir comment tu vois, ces types de Mmh. voyages-là, quels différents types tu as pu expérimenter, puis quelle est ta manière de le ressentir en fait? Et ben, moi, je comprends que dans la famille des voyages de conscience, effectivement, il y a plein de manières de voyager en conscience et on peut faire un peu des catégories dans le sens où, par exemple, tu vois, pour moi, la projection de conscience, tu sais, il y a l'expression «jeter un œil». Jeter un œil, Mmh. en fait, c'est un œil, c'est le troisième œil que l'on jette, n'est-ce pas? Et c'est lui qui voyage quelque part. C'est notre capacité à voir plus largement, à observer, en fait, plus largement quelque chose. Donc quelque part, il y a vraiment cette vision qui voyage et on voyage, je pense, effectivement, à l'intérieur de nous, avant tout, puisque nous sommes aussi une représentation du cosmos. Nous ne sommes pas séparés, il y a pas un nous et l'extérieur. Nous sommes en fait notre propre terrain de voyage. Je reviendrai là-dessus, mais donc c'est vrai que quand on parle de voyage astral, il y a voyage astral, il y a projection de conscience. Pour moi, ça, c'est un petit peu mêlé. Moi, la façon dont je comprends en fait les voyages de conscience, c'est que c'est une grande famille. Dans les voyages de conscience, il va y avoir par exemple, comme moi j'ai expérimenté, bah, les voyages chamaniques. Un voyage chamanique, en fait, c'est une forme de sous-catégorie dans le voyage de conscience, puisque le voyage chamanique, il nous connecte au monde et à la cosmogonie chamanique, donc aux égrégores et à tous les codes, en fait, qui sont autour de cette culture-là. Mais le fait de voyager en conscience, c'est une capacité propre à l'être humain. C'est juste que dans nos traditions et nous, tels qu'on l'a récupéré, puisque en Occident, on a beaucoup moins de mémoire, de nos propres traditions, on est allé revisiter finalement des archétypes et des égrégores d'autres cultures pour pouvoir se rappeler de cette capacité première à voyager en conscience. Chez nous, en Europe, on a aussi, tu sais, le druidisme. Le druidisme aussi voyageait en conscience. Il faisait des voyages de conscience. Ça, c'est aussi ce qu'on peut appeler communément le voyage astral. Pour moi, le voyage astral, voyage de conscience, c'est cette grande catégorie qui nous permet simplement de, rentrer dans un état modifié de conscience et de percevoir plus largement, que notre état normal de conscience. Voilà.
Hem, Là-dedans, en fait, c'est juste que ce que j'ai compris, moi, c'est que le la différence on croit, tu vois, quand on parle de sortie hors du corps, on croit que la conscience, elle est à l'intérieur puis qu'elle sort du corps. Mais en réalité, c'est plus le corps qui déconnecte et la conscience qui reste, puisqu'on n'est jamais séparé de notre conscience. C'est juste qu'au contraire, en état d'éveil, on va dire, ordinaire, eh bien, elle se restreint. Elle diminue ses capacités, en fait. C'est plus dans ce sens-là. Donc pour moi, en fait, les voyages astrals, les voyages de conscience, les états élargis de conscience, c'est nos états ordinaires. C'est juste que on en a perdu le souvenir et la capacité. Dans les cultures, d'avant, tout le monde était tout le temps quelque part en conscience, altérée. Ils étaient jamais déconnectés de l'intuition, d'écouter, le vent, de ressentir, les bruits de pas sur la terre, de sentir à l'intérieur d'eux quand c'était le moment de se mettre en route, quand, il fallait, se déplacer, quand il fallait tout ça, c'était complètement intégré. C'est nous-mêmes qui nous sommes coupés de cette connexion à la nature, hem et du coup aujourd'hui on essaye de retrouver par des pratiques, un état naturel, en fait, un état naturel et cet état naturel, notre état naturel, nous connecte en permanence avec l'univers entier, avec tout ce qui existe, avec cette connaissance qui est large et infinie. Donc c'est juste que ce qu'on apprend à faire quand on fait des voyages de conscience ou des voyages chamaniques, c'est juste de faire sauter le verrou que l'on a nous-mêmes posé, en fait. Voilà et on l'a posé parce que, si on le pose pas dans notre, société moderne, il est difficile de vivre et c'est vrai. C Donc il faut poser quelque part une forme de protection, une forme de verrou, mais c'est pas notre état, naturel. C'est ça que je veux dire. Ouais, c'est l'état dans lequel on est venu pour expérimenter l'oubli, la matière, mais c'est vrai qu'il y avait quelque chose d'intéressant sur ça qu'on m'a dit récemment, c'est comme on disait, bah, quand je m'endors, je me reconnecte à mon âme, mais en fait, c'est là qu'on disait, bah, en fait, vois-le différemment. C'est quand tu es Mmh. éveillé dans ton corps, c'est là que ton âme dort dans et qui serait en train de rêver autre une autre possibilité de vie et du coup, tu fais: «Ouais, OK, c'est moi qui suis la limite et c'est pas la conscience qui à ce moment-là que je me connecte quand je m'endors, c'est elle qui» j'aime beaucoup, tu dis: «Elle vient, puis elle se limite dans son champ d'action». Donc donc ouais et dans tout ça, tu parles alors peut-être que je sais pas si tout le monde connaît, mais tu as parlé plusieurs fois d'égrégore, donc c'est au final, c'est ces champs d'énergie créés par le collectif, par plusieurs personnes, qui nous permettent même de créer des espaces complets. Donc si tu parles du chamanisme, par exemple, c'est alors si on fait j'imagine la comparaison avec le jeu vidéo, vu qu'on vient de là tous les 2, mais ça serait comme j'ai un jeu avec un serveur où là, ça va être un serveur chamanique où je vais pouvoir aller avec, les règles, de ce monde-là, les vêtements, l'habillage, le visuel et puis je peux très bien aller sur un autre serveur de jeu après, sur un autre type de jeu avec, ça serait plus quelque chose d'elfique, quelque chose de fantaisie. Donc c'est un peu comme ça, on peut créer des mondes et se connecter ensemble dans ces mondes-là, mais du coup, à force le nombre de se connecter puis de d'une certaine manière, ça fait que ça crée un ensemble de règles, donc j'imagine dans ce contexte-là, le voyage chamanique, c'est est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Parce que je sais qu'il y a différents mondes dedans avec différentes règles. Comment tu vois ça, toi? Oui, alors moi je pratique ce qu'on appelle le chamanisme transculturel ou moderne, dans le sens où je suis pas affiliée à une culture en particulier. Disons que c'est le chamanisme qui a repris les codes communs existants, pour récupérer justement cette capacité à voyager. Donc voilà, c'est juste pour dire, j'ai pas de tradition particulière. Ceci dit, communément, on peut observer souvent que le chamanisme, se sépare en 3 mondes. C'est comme ça que la cosmogonie, se présente. Il y a le monde d'en bas, qui est lié aux énergies telluriques, aux énergies animales, à quelque chose qui nous relie justement à cette incarnation-là aussi. Ici, on va trouver ce qu'on appelle communément les animaux de pouvoir. Ensuite, on a le monde d'en haut, qui lui est plutôt lié aux énergies cosmiques. Ici, on va trouver plutôt nos guides, nos enseignants,
des archétypes, justement qu'on retrouve dans nos cultures, type angélique ou, des maîtres intuitionnés, des choses comme ça, puis des lieux particuliers aussi. Et puis dans le monde du milieu, c'est là où on va trouver plutôt tout ce qui est esprit de la nature, tout ce qui est force de la nature et aussi le passage avec, les décédés. Donc c'est nous qui vivons dans le monde du milieu et dans le monde du milieu, il y a également, bah, des personnes décédées qui peuvent transiter. Il y a aussi, bah, tous les mondes, les forces de la nature qui agissent en fait dans la réalité ordinaire dans laquelle on est aussi. Toutes les principes en fait qui ont une influence sur notre réalité ici. Et avec ça, bah, en fait, on voyage effectivement à différentes échelles. Disons que quand on apprend, quand on débute, en général, on va voyager plutôt dans le monde d'en bas ou dans le monde d'en haut, puisque c'est ce qu'on appelle des mondes bénévolents, où les alliés sont bénévolents, ils sont bienveillants, compatissants, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de rapport de force, ils n'ont pas, entre guillemets, «d'ego» et ce qui fait qu'ils ne sont pas, menaçants, il n'y a pas de problématique à ce niveau-là. Dans le monde du milieu, on a encore un monde d'échange, c'est-à-dire c'est encore, une forme de troc, une forme de service rendu, et donc on peut rencontrer en fait des présences avec lesquelles on doit échanger, donner en retour ou se rendre service. Voilà, c'est un peu cette notion-là. OK. Donc ça fait qu'il y a différents niveaux et ça fait que ce donc si tu parles qu'il y a des échanges avec, des interactions, j'imagine ça veut dire qu'il peut y avoir des choses qui peuvent te faire du bien et puis d'autres qui peuvent être à ton désavantage potentiellement? C'est Est-ce qu'il faut être guidé? Est-ce qu'il y a besoin de protection? Est-ce que comment tu vois, sans entrer forcément dans la dualité? Mais, je sais que selon les voyages, il y a des conditions, il y a des choses où si tu es pas prêt, vaut mieux pas y accéder. C'est les gens des fois, ils explorent sans avoir le cadre pour le faire de manière sécuritaire. Donc comment ça se présente toi dans tes enseignements par rapport à ça et ton vécu sur, ces voyages-là? Mmh. Bah, en premier justement, on va plutôt voyager dans le monde d'en bas pour rencontrer l'animal du pouvoir puisque c'est un animal, c'est une présence qui de base est un protecteur. C'est un prolongement de toi-même, qui te connaît, par cœur depuis toujours et cette présence-là, elle va garantir ta sécurité, ton intégrité quelque part. C'est avec lui que tu vas former des liens, les plus importants puisque c'est lui ton allié de confiance. Comme je disais, les mondes d'en bas et les mondes d'en haut, ils sont bénévolents. Donc à partir du moment où on arrive bien et c'est ça tout le challenge du voyage chamanique, c'est qu'en fait, c'est l'art de voyager selon des coordonnées précises, d'accord? Quand on part en méditation, des fois un peu libre, on part bien des fois en voyage astral, mais on sait pas trop où on va se rendre, n'est-ce pas? Dans le voyage chamanique, il y a un enjeu de suivre en fait un chemin précis, donc de découvrir, chacun a le sien, mais par contre, il y a des marqueurs précis de strates, de couches de densité, de couches de conscience qui permettent de savoir que tu as quitté le monde du milieu, qui lui pourrait être, empreint d'entités, de même de parasites, de choses comme ça et donc du coup de rencontres, moins agréables. Et que tu quittes en fait cette empreinte-là et que tu rentres dans des mondes qui sont, vraiment de conscience supérieure. Et le monde d'en bas, le monde d'en haut, en chamanisme, ils sont dans ces consciences supérieures. Et donc c'est ça le challenge en fait, c'est vraiment de voyager selon des coordonnées précises, de pouvoir réengager en fait aussi, bah, le chemin qu'on met peut-être un peu de temps à emprunter et de s'entraîner finalement à faire ces allers-retours. Parce que l'idée, c'est aussi d'aller dans ces mondes-là, mais de savoir y retourner, savoir revenir en fait. C'est ça aussi l'art du voyage chamanique, c'est, d'être capable de partir, mais de revenir en étant complètement ancré et intègre dans sa conscience et dans ses corps énergétiques. Donc, c'est là où il y a un peu de pratique à faire. C'est là où se retrouve, l'enjeu. Une fois qu'on a ça, bah, effectivement, il y a pas grand-chose qui nous arrête et tous les sujets sont bons à explorer. On va dire que dans le monde d'en bas, dans le monde d'en haut, dans la cosmogonie, on va retrouver des lieux emblématiques, on va retrouver des thématiques qu'on peut aller visiter, spécifiquement. On a des lieux ressources, par exemple, des lieux d'enseignement. On va avoir aussi, des lieux qui nous connectent avec, justement des vécus de notre âme.
qui va nous connecter aussi avec, une capacité de faire des projets. On va pouvoir aussi aller visiter les égrégores collectifs, ceux qui ne sont pas forcément à nous, mais qui sont dans le collectif. Et à l'inverse, on va pouvoir aussi visiter des territoires qui sont personnels. Donc tout ça, c'est possible et vrai et en fait, tout l'enjeu, c'est de le cartographier justement. Vraiment comme un explorateur, de dire: «OK, je suis arrivé là, maintenant je vais aller visiter ce lieu-là, par où je passe, qu'est-ce que je traverse, comment je m'y rends et quels sont les marqueurs de ces changements de strates, de ces changements en fait d'état de conscience, soit de territoire de conscience». Comme tu parlais tout à l'heure sur le serveur, il y a des fois, on passe d'un serveur à l'autre en fait ou d'un jeu à l'autre, au sein d'un même serveur chamanique par exemple, mais on va passer quand même d'une expérience à l'autre ou de territoire en fait, vraiment, différents. OK, donc c'est beaucoup plus étendu que ce que je pensais du coup tes possibilités dans ce voyage-là. Mais c'est très intéressant la cartographie, puis ça amène au discernement de savoir de se fier à son ressenti, à ce qu'on t'enseigne pour savoir où aller et ça fait un parallèle. Je parlais il y a quelques mois avec quelqu'un qui a exploré plus les voyages psychédéliques, mais qui me disait que pareil, pour lui, il y avait une cartographie spécifique avec des endroits où tu sais qu'il faut aller, d'autres faut pas aller, d'autres où il y a des entités qui ont pas la même conception du bien et du mal, donc faut savoir que ça existe, faut savoir comment où aller et que des gens te guident pour revenir, justement pour revenir entièrement à toi, savoir, qu'est-ce que tu ramènes, donc ouais, Mais bon, c'est mmh. par exemple, justement, sur, les pratiques chamaniques qui utilisent, des végétaux, des plantes, des psychédéliques, des choses comme ça, et bien, en fait, ils rencontrent un esprit du monde du milieu. C'est un esprit enseignant, mais c'est un esprit du monde du milieu. L'esprit du monde du milieu, qu'est-ce qu'il fait? Il te donne quelque chose en retour d'autre chose. C'est un échange. Et Mmh. surtout, il n'a pas de vocation à être doux et bienveillant. Des fois, ça peut être un peu brutal. Et Mmh. cette notion de cartographie, comment y aller ou ne pas aller, ça fait partie aussi des apprentissages. Voilà. OK. Ah super, super intéressant. On est vraiment dans un jeu vidéo là. Tu vois, tu parles de jeux vidéo et je voulais rebondir sur ce que tu disais tout Mmh. à l'heure, sur le fait que toi, quand tu as commencé à voyager, tu disais que, tu te demandais si c'était ton imagination, sachant qu'en plus tu avais une culture geek un peu, voilà, très manga et cetera. Puis c'est une question complètement légitime que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se posent. Mmh Hem, mh. mais tu vois, en parlant de culture, je pense que justement, si aujourd'hui il y a de plus en plus de gens qui récupèrent ces capacités-là, au-delà peut-être qu'il y a un contexte, tu vois, énergétique global, au niveau de l'ascension de la Terre et cetera. Je pense aussi Mmh. que la culture a aidé ça. Parce que nous, on a été élevés dans des milieux, dans des espaces culturels où, en fait, justement, c'était Star Wars, c'était Le Seigneur des Anneaux, c'était les prémices du jeu vidéo, c'était l'arrivée du manga, c'était l'arrivée de tout cet imaginaire-là et Mmh. l'imaginaire, c'est bien la porte à la réception. C'est la porte aussi à ce qu'on puisse, capter. Donc je pense sincèrement aussi que, heureusement, merci à la science-fiction et à la fantasy Mmh. qui nous ont ouvert, des portes, des paradigmes de pensée qui n'étaient pas accessibles avant. Aujourd'hui, on est capable potentiellement heu, voilà, de penser, à prendre contact avec une civilisation, extraterrestre, grâce à la science-fiction. Sinon, ça aurait pas été possible, en fait. Donc la culture nous emmène aussi à nous est un tremplin, en fait, que ce soit le jeu vidéo ou les autres types d'art, à justement une ouverture d'esprit, une autre façon, en fait, une ouverture, globale de notre façon de concevoir la réalité. Et d'ailleurs, hem, toi comme moi, on sait que, les grands esprits créatifs sont poreux et ce sont après tout des rêveurs, des gens qui sont capables de capter dans cet inconscient collectif, dans cet imaginaire, dans les mondes supérieurs. Ils sont capables de capter ces idées-là et ensuite de les formaliser, de les structurer pour qu'elles soient accessibles ensuite, au plus grand nombre. C'est comme ça que l'art et les artistes fonctionnent de manière générale. Donc donc ça, c'est important aussi à noter, tu vois, dans la façon dont on a démocratisé cet accès et c'est aussi ça. Donc quand on se pose la question: «Est-ce que c'est mon imagination ou non?» La vraie question à se poser, c'est grâce à mon imagination que je peux capter. Ouais. De la même façon que c'est grâce à mon mental organisé que je peux comprendre.
Mmh. et donc on doit pas forcément mettre ça de côté, on doit les prendre comme des alliés justement et les utiliser comme des outils, et ne pas les mettre de côté. Voilà. Ouais, ouais, tout à fait. C'est qu'est-ce que tu captes, bah, en fait, ouais, ça me rappelle c'est un article de Lumineuse ça, sur la différence entre une pensée puis une idée et que, bah, Mmh. la pensée qui est mentale, mais l'idée qui t'est soufflée, qui vient de plus haut en fait, et puis que, bah, d'ailleurs on te la souffle, donc ça veut bien dire qu'on te l'amène. Et c'est vrai Ouais. que tu vois des fois des gens qui sont à différents endroits dans le monde, qui commencent à parler du même sujet ou qui sortent la même histoire en fait et tu vois que c'est capté d'un même endroit. Et c'est vrai que quand tu regardes, il y a des vieux dessins animés déjà, tu vois des enseignements initiatiques des fois dans certains, donc tu sais que la personne était très connectée. D'autres, tu Bien sens que c'est sûr. plus inconscient, mais qu'ils amènent moi par exemple, il y a un manga que j'adorais, c'était Hunter x Hunter et dedans il y a la maîtrise de l'énergie, il y a les différents types d'énergie, tu as la maîtrise de tes pensées, tu as beaucoup de choses dedans et puis plein de choses par rapport aux civilisations possibles aussi, mais ouais, donc tu vois comment et en effet ça ouvre l'imaginaire puis maintenant moi ce que je vois, enfin, c'est que ton imaginaire en fait, c'est comme si ces choses-là, ça vient remplir une bibliothèque où toi, quand on veut te communiquer des idées derrière et des endroits, bah, en fait, tu as une référence pour dire: «Tiens, ça, c'est à peu près mes fréquences». Donc tu comprends, parce que tu as une manière de le concevoir et je pense qu'on plante en effet des graines pour que les gens puissent, avoir cette ouverture d'esprit. Donc avant, il y avait des enseignements, il y avait une autre manière de transmettre ces choses-là. Maintenant, c'est vrai que la culture fait qu'on plante un peu des graines partout, donc on peut aussi planter des graines qui sont pas les bonnes, mais en même temps, tu ouvres à beaucoup de possibilités, ouais. Mmh mh. Ouais, c'est ça, ça remplit notre symbologie intérieure. Actualisée, parce que c'est bien ça l'intérêt, parce que en fait, des récits initiatiques, ça a toujours existé. On a toujours utilisé des métaphores pour en fait, faire comprendre les principes, on va dire, divins à l'homme, en fait, que ce soit des récits, des livres, des choses comme ça, des pièces de théâtre, ça a toujours existé. L'art a toujours été une forme de vecteur de communication, justement et de réception de c'est un réceptacle, en fait, vis-à-vis de cette énergie-là, de ces messages cosmiques, divins et cetera qui nous relient tous. Aujourd'hui, c'est juste que ça a pris la forme, de nos médias actuels qui sont, pour le coup, bah, du jeu vidéo, du manga, encore des films et cetera. Donc c'est pas différent d'avant, c'est juste que le média a changé. La différence par contre, c'est que la portée est beaucoup plus grande et qu'il y a cet effet de mondialisation qui crée une uniformité plus large qu'avant. Avant, c'était très cantonné, localement par des cultures précises. Aujourd'hui, en fait, il y a une forme de décloisonnement de toutes ces cultures-là, de tous ces principes. J'en parlais, la dernière fois avec un ami et on se disait que, il y a beaucoup de mots, de vocabulaire, il y a beaucoup de techniques qui, aujourd'hui existent. Tout le monde essaye de mettre, tu sais, son nom sur quelque chose de précis en disant: «Voilà, moi j'ai nommé exactement, j'ai trouvé ce principe, c'est ça s'appelle comme ça ou c'est telle méthode-là». Mais en réalité, je pense qu'on va encore aller vers un espèce de globalisation, de décloisonnement de tout ça où ça va se rejoindre. Je pense que maintenant, on a atteint un espèce de stade où on n'a plus besoin en fait de autant de précision et de séparer les choses pour les comprendre. On entame en fait une autre étape où on relie et on mixe en fait toutes ces techniques-là, toutes ces compréhensions-là, sans frontières et c'est d'ailleurs ça qui nous permet de faire des ponts. Hem En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis beaucoup en ce moment. Je prends mes sources d'inspiration dans à peu près tout, pas que de la spiritualité, pas que de l'art ou quoi que ce soit, pas que des médias, c'est vraiment de tout et notre capacité justement de faire les ponts et de comprendre qu'en fait tout est lié et que c'est une forme de continuité, heu, permet en fait, une meilleure, compréhension et maîtrise sur tout ce qu'on fait. Mmh. Ouais. Non, non, ouais, c'est très parlant, mais c'est oui, puis tu vois que ça émerge beaucoup. Attends, tu vois qu'en effet, Mmh. les gens on se partage et c'est vrai que, ouais, je suis d'accord avec toi que les gens disent: j'ai telle méthode que j'ai nommée», mais pour moi, on est juste en train de redécouvrir des choses où chacun se l'approprie à sa manière, avec sa manière de comment dire? De là d'où il voit la vie, de son expérience, mais c'est que c'est des pratiques connues depuis des milliers d'années et puis on est juste en train de les reconnecter différemment avec des C'est savoirs ça. cachés. Mmh, Et puis tu sais, notre société moderne, elle aime bien, mettre des brevets partout et dire: «Je suis l'inventeur, de tel et tel truc». Je pense que ça va être de moins en moins vrai.
Aujourd'hui, en fait, on est tous en train, de plus en plus nombreux, en train de se rappeler de choses qui sont évidentes et qu'on n'arrive pas à expliquer. Mmh. Tu sais, c'est le fameux, «Je sais que je sais, mais je sais pas d'où je le sais ou comment je le sais». Mmh. Mais c'est une certitude à l'intérieur. Ce savoir-là qui réémerge naturellement, il est commun. Il est Ouais. vrai pour tous, tu vois? Et donc c'est pour ça que le nommer une méthode ou cloisonner n'aura plus de sens parce qu'en fait, on récupère ce, notre tronc commun Mmh. d'humanité. Et donc Ouais. je pense que, voilà, le la modernité qui veut absolument, respecter les propriétés intellectuelles, est vouée en fait à se disloquer. Je pense qu'aujourd'hui, on va plutôt reconnaître en fait, hem, presque comme une culture commune, une histoire commune, une possession commune. C'est du savoir que l'on qu'au qui est censé être redistribué à tous et ne pas être mis sous cloche par des principes, des interdictions, des brevets ou de quoi que ce soit. Au Ouais. contraire, il est là pour être partagé et pour fluidement, en fait, se remélanger. Mmh. Ouais, tout à fait. Et comment tu vois, parce que là, du coup, tu parles aussi de claire connaissance avec ces choses qu'on connaît de plus loin que nous, que sans savoir pourquoi, mais parce que pour moi, c'est notre âme qui nous parle dans ce qu'on capte aussi. Mais justement, c'est moi dans mon chemin, tu sais, tu as la partie où tu commences à sentir, puis tu explores, puis après tu commences à comprendre, ou à suivre une formation ou à comprendre qu'il y a des ré il y a une structure sécuritaire à avoir et cetera. Puis après tu passes à un autre niveau où là tu explores aussi, puis tu vas à une nouvelle étape et c'est comme si je vois beaucoup de choses en fait où le message est de se faire confiance à ce que tu ressens, mais sans forcément aussi le fait d'aller vers cette maîtrise, vers, cette Mmh. comprendre et c'est là parce que des fois on dit: «Bah, c'est trop être dans le mental, faut aussi faire apprendre à conscien enfin, faire confiance à son cœur, à ce que tu ressens». Mais ouais, j'étais curieux d'avoir ton avis, toi, sur comment tu vois moi, pour moi, c'est pas un tiraillement, c'est juste une évolution aussi. On a différentes phases d'exploration dans nos capacités, dans ce qu'on connaît. Donc toi, tu nous as parlé aussi tout à l'heure justement que tu as d'abord vécu l'expérience avant de la comprendre. Donc ça, si quelqu'un parce que là, par exemple, en parlant de tous ces sujets-là, il y a des gens qui pourraient être intéressés à explorer ça. Donc c'est quoi, toi, ton conseil dans la manière d'explorer ces choses-là? Pour soi, pour se sentir bien, au milieu de tout ça? Moi, j'ai remarqué souvent, en tout cas aujourd'hui, ce qui déclenche, une quête de connaissances, d'exploration, de questionnement sur la vie, l'univers, c'est quoi et cetera. C'est souvent une souffrance. C'est souvent un choc. C'est souvent, ça commence par, une maladie, un accident, un décès, un burn-out, un, un arrêt quelque part dans la vie, à un moment donné, une pause, enfin, je sais pas si elle est nécessaire, mais en tout cas, c'est une pause imposée qui nous décale suffisamment pour qu'en fait, on arrête de faire le vélo de notre vie quotidienne et qu'on fasse pause, puis qu'on observe, en fait. Et en faisant ça, ce décalage permet de commencer un chemin de questionnement, autour de soi. Et c'est là où le cheminement, il commence. C'est le fameux cheminement spirituel. Mmh. À partir de là, on vient juste, finalement de regarder différemment, mais on a encore tous nos conditionnements. On n'a encore rien épuré, on n'a encore rien compris, tu vois? Par contre, Mmh on mh. a une énorme soif de comprendre. Donc en général, moi, ce que j'ai observé, c'est que la première phase, c'est cette espèce de boulimie, où on cherche énormément à comprendre, à consommer beaucoup de vidéos, beaucoup de concepts. On veut tout expérimenter, on veut se former à tout ce qui existe, on veut faire tous les stages et les ateliers de la terre. Pour moi, la première, mon Dieu, j'ai adoré cette période, j'ai trouvé ça hyper galvanisant. C'était, j'ai franchement, j'ai kiffé, j'ai adoré. Mais je reconnais que, c'est une espèce de phase un petit peu, voilà, de on reconnaît que notre cadre d'avant n'est plus bon, on n'a pas encore celui d'après et donc en fait, on va essayer de le chercher dans l'ailleurs, dans tout ce qui existe. En faisant ça, bien entendu qu'on se perd. Puisque, si on était vraiment, bon dans nos ressentis, si nos ressentis n'étaient pas, contrariés, bah, on saurait quelle est la voie qui est bonne pour nous, quelle est l'information qui paraît juste et tout ça. Mais dans ce moment-là, en fait, faut pas oublier que, on a les poids de nos vies, de nos conditionnements et de tout ce qui existe qui brouille nos ressentis. Donc en fait, des fois, nos ressentis ne sont pas bons et en fait, ça fait partie aussi de l'apprentissage et c'est par expérience, par,
et c'est erreur qu'on va se dire: «Ah bah tiens, en fait, ce que j'avais ressenti finalement, c'est pas bon» et ça donne lieu souvent les gens ils disent: «Mais je comprends pas, je pensais avoir eu un signe et puis, j'avais ressenti que c'était OK, puis en fait, il s'est, passé, tel événement et en fait, c'était dramatique et je comprends pas pourquoi. Pourtant, il me semblait que qu'est-ce qu'on a fait? On m'a menti, on m'a induit en erreur», tu vois? Mais non, on t'a pas induit en erreur, en fait, on t'a aidé à reconnaître un ressenti qui n'était pas bon et donc du coup, Ouais. en le mettant en avant, en l'illustrant avec une situation qui est quelque part désagréable, ça te permet de te recaler. Ça permet de te dire: «Ah, la façon dont j'ai ressenti ça, c'était pas OK, en fait, finalement. Ça, c'était une programmation interne que j'ai à changer». Donc c'est l'illustration. Donc c'est pour ça que je dis: «Bah oui, c'est pas que suivre ton cœur et tes ressentis parce que, bah, il y a des fois tes ressentis sont mal codés quelque part», tu vois? Il faut le reconnaître et c'est OK et c'est là où c'est pertinent effectivement de se faire accompagner ou aider et encore une fois, malheureusement, on peut pas, si je te disais: «Oui, écoute ton intuition pour ton thérapeute», bah, c'est la même chose, tu vois? C'est un peu le serpent qui se mord la queue et faut accepter l'expérience des fois. C'est parce que tu fais des mauvaises rencontres ou parce que en fait, il t'arrive des fois des expériences désagréables que tu vas comprendre et que ça te permet de te recadrer. C'est pas agréable, ça pourrait être sympa, plus sympa en tout cas, mais ça marche quoi, tu vois? Ouais. Et passer ce moment-là, parce que ça dure quand même une bonne période de temps, au fur et à mesure, bah, tu raffines ton ressenti. Tu commences à comprendre un peu plus ce qui se passe. Puis il y a un moment donné où, tu atteins ce qu'on appelle un peu l'ego spirituel là, c'est-à-dire que tu crois avoir tout compris, parce que finalement, tu as tellement, transformé, puis tu as acquis des connaissances, puis, il y a des moments où tu étais super juste et puis, et en fait tu crois que voilà, tu arrives au bout du chemin. Mais finalement, c'était une autre construction identitaire que tu t'es fait et il faut également s'en défaire et ça aussi, c'est un autre processus, de renaissance, de dépouillement. C'est une fois que tu t'es défait de la coquille que tu t'es toi-même construit, qu'à ce moment-là, en fait, tu arrêtes de rajouter des choses sur toi. Tu laisses au contraire éclore petit à petit et tu continues d'apprendre sur un chemin d'équilibriste, en fait, sur, tout ce que tu fais plus tard dans la vie. Parce que c'est pas fini. Ça s'arrête pas au moment où on défait notre ego spirituel. Là, généralement, on a un atterrissage, c'est-à-dire que, il y a des gens qui quittent carrément le milieu en disant: «Bah, je me suis fait fourvoyer, en fait, c'est pas du tout ça que je voulais. Bah, moi, je reviens, dans la matérialité, dans le concret, tout ça, c'est du bullshit, j'en veux pas entendre parler». Tu vois? Il y a vraiment aussi ce rejet très fort qui peut arriver. Mmh. Hem et qui est en fait une volonté aussi de se dépouiller de ce nouveau persona qui a été construit en fait, concrètement. Mais la volonté de reliance et de compréhension, elle reste. La volonté de quête de sens, elle reste. Si elle reste pas, c'est là où on se repère quelque part. Donc, Ouais. une fois que l'atterrissage il est fait et qu'on reconnecte avec notre dimension terrestre, notre petit quotidien, nos petites médiocrités, du monde quelque part qui fait aussi toute la richesse et la saveur de notre expérience terrestre, bah, c'est là où on redevient complet puisqu'on a reconnecté en haut, mais on a récupéré, raffiné notre en bas et là on redevient un peu équilibré. Mais dans cet équilibre, il est fragile et c'est un on va dire ça demande en fait d'être attentif à tout instant pour maintenir cet équilibre-là. Pour moi, ça finit jamais. C'est voilà. Mmh. Non, mais c'est là où l'image tu parlais d'équilibriste tout à l'heure. Moi, je vois bien, c'est tu marches sur un fil là et puis en effet, tu jamais tu toujours, si tu veux avancer, tu perds toujours ton équilibre, mais tu dois toujours le retrouver. Mmh. Mais ouais, ouais, ça revient tout ça à sa cartographie encore une fois, de dire il y a pas d'expérience qui va être enfin, tu peux toujours tirer un apprentissage, te connaître mieux et puis ça vient de là, le discernement vient après en plus de la connaissance. Mais mais oui et du coup, ça nous enseigne en fait et ça, c'est clair que tu parlais de l'ego spirituel. Moi, ce que je vois qui est important dans tout ça, c'est l'humilité en fait, de comprendre que quand tu penses tout savoir, en fait, tu découvres, l'étape suivante que tu savais un tout petit Mmh. point dans quelque chose de plus grand et qu'il y a des gens qui sont tellement plus avancés sur le chemin, qui vont t'amener ailleurs encore et tu as ces strates-là, donc c'est vrai que c'est des couches à défaire et c'est vrai que c'est pas toujours évident à accepter cette mue. Tu parlais du serpent tout à l'heure, c'est une mue avec une autre mue, avec une autre mue, puis tu continues. Donc mais c'est vrai que c'est un beau chemin qui amène à plein de choses, puis à se connaître vraiment. Donc ça amène ailleurs, mais
c'est beaucoup d'expérimentation et c'est vrai que, ouais, je suis d'accord, le fait de se faire confiance à son intuition, bah, oui, des fois, ça t'amène à parce qu'il y a un schéma que tu as pas vu de derrière, en fait et qui va t'amener à vivre, mais il y aura une raison. Moi, ça, quand tu fais le bilan de moi, quand je fais le bilan de mon chemin d'apprentissage de vie, tu des choses qui pour moi étaient des erreurs ou que j'aurais pu éviter, mais en fait, ça m'a quand même amené à apprendre quelque chose. Puis on quand tu fais, bah, si j'en suis là où j'en suis, c'est parce que je suis passé par là aussi. Donc après, c'est comment tu tu t'en sers comme point de repère pour là où tu veux aller ensuite et puis refaire ces choix-là. Donc Mmh. mmh mh. Et je rajouterais aussi, c'est sûr que nous, on est plutôt dans un environnement, ésotérique, spirituel et cetera. Heu, mais si tu étais même pas dans ce milieu-là, la vie, elle t'amènerait exactement les mêmes types d'expériences, en fait. Et de la même façon, tu ferais des expériences des fois désagréables qui t'apprennent quelque chose sur toi ou qui te permettent de raffiner ce que tu veux plus ou qui tu es. Pour te renseigner. C'est juste que, tu as le choix de l'expérience, tu as le choix du jeu vidéo. Tu vois? Tu as le choix du chemin que tu prends. Est-ce que tu prends, effectivement, traverser à travers, un chemin spirituel ou traverser à travers, un chemin, par exemple, de carriériste ou Mmh. d'interaction avec des gens, tout ça, c'est vrai, tout ça, c'est OK, en fait, c'est tout pareil. Ça ramène au même point. Ouais. Ouais, puis ça, oui, c'est là où je voulais en venir aussi tout à l'heure, ce que tu disais, c'est comme si on peut aller très vite dans l'extrême. Tu parles de quelqu'un qui est dans la spiritualité puis que l'a rejeté complètement. Donc moi, je vois souvent comme tu cherches ton équilibre de milieu, donc des fois, tu as besoin d'aller dans les 2 extrêmes. Donc au début, tu es peut-être pas dans la spiritualité, après tu y vas à fond. Des fois, il y a aussi des fuites possibles dans les de toute façon, les voyages de conscience, même dans les jeux vidéo, dans les médias, tu peux fuir, en fait, ta réalité parce que tu veux pas être là. Mais au plus j'avance maintenant, au plus je fais: «OK, c'est comment tu te connectes à là-haut, tout en ramenant cette présence en toi et puis en l'ancrant dans ton quotidien, dans toutes les choses de la matière sans la rejeter, en fait». Donc c'est comment tu fais ce pont entre les 2 et tu te centres, Mmh. pour le vivre donc et c'est ça C'est qu'on ça. cherche, en fait. Mmh. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'il y a des points de fuite, mais il y a aussi des points intéressants d'apprentissage. Puis, on revient sur les jeux vidéo, tu vois? Le fait que nous, on a été, dans des équipes de créateurs, de jeux vidéo, je trouve que ça met une perspective tellement intéressante sur l'expérience de vie que l'on expérimente, en fait. Parce que, heu, on peut observer la création d'univers, de règles codifiées, d'expériences volontaires à vivre, de cheminement qu'on appelle des quêtes. Tu vois? Tout Mmh. ça, en fait, en tant que créateur, on participe à l'élaboration de tout un concept, en fait. Et de comprendre, en fait, cette mise en abîme-là, moi, ça m'a beaucoup aidé à accepter, puis à pleinement embrasser ce que j'étais en train de vivre. Mmh. Sans être en rejet, sans être trop en détresse. Je dis pas qu'il y a pas des moments où j'étais pas bien, hein, parce que j'ai vécu Mmh. aussi, des choses compliquées comme tout le monde, mais hem, avec cette foi, de comprendre ce qui était en arrière, de comprendre en fait le jeu, littéralement à quoi on joue, quoi. Mmh. OK, donc maintenant quand tu vas faire tes courses, tu vois ça comme une quête secondaire dans ton histoire C'est ça. principale, c'est ça? En ce moment, j'essaye de développer mon potager et c'est clairement ma quête secondaire de jardinière, tu vois? Je comprends, pour avoir Ouais, le skill qu'il faut. exactement, exactement. Ouais, ouais, mais j'aime beaucoup, bah, c'est vrai que c'est grâce à toi en parlant comme ça que ouais, je vois plus je ramène comment tu sais, parce que moi j'ai pu rejeter à un moment donné tout ce qui est jeux vidéo justement, puis tu fais: «Ouais, mais en fait voilà qu'est-ce que ça t'a apporté, puis qu'est-ce que» en fait, il y a des enseignements dedans. Puis du coup, dans tout ce qu'on Mmh. vit, dans le chemin que chacun a choisi, comme tu disais tout à l'heure, carriériste ou spirituel ou n'importe quoi, il y a quelque chose qui en toi t'a résonné et puis tu as appris des choses, donc tu peux toujours faire ce lien-là à un moment donné, ouais. Mmh. Ouais, c'est ça. C'est ça, puis tu vois, par exemple, moi, je sais que, j'aurais pas pu être là où j'en suis si j'avais pas fait 12 ans de management. Mmh. Parce que c'est d'être en contact avec, les gens, avec, leurs motivations profondes, avec, leur comportement, c'est ça qui m'a appris aussi sur l'humain, qui m'a donné envie de découvrir. Puis aujourd'hui, c'est le privilège que j'ai en tant que thérapeute, qui nourrit en premier lieu, et j'en suis très consciente et je l'assume complètement, ma propre curiosité personnelle, ma soif de découvrir, tu Mmh. vois, ce qui existe, c'est de rentrer en contact avec l'univers entier d'une personne. C'est incroyable. C'est le privilège le plus absolu, je trouve.
c'est une confiance d'intimité aussi qui est très forte parce que, j'en suis consciente, tu vois, d'avoir ces personnes, qui viennent à nous, qui sont vulnérables et qui acceptent d'être vues des fois, entièrement. Pour la première fois, il y a des mises à nu qui sont magistrales, en fait, quelque part. Et d'être aussi ces personnes qui peut aller révéler, qui peut aller aider à comprendre, leurs propres écosystèmes, leurs propres univers, leurs propres jeux. C'est vraiment, splendide, quoi. Mmh. Ouais, moi, c'est quelque chose qui me touche beaucoup aussi en soins, puis c'est même dans les 2 sens, je trouve. C'est qu'en effet, il y a la gratitude que la personne te fasse confiance, qu'elle se Oui, dévoile à toi. Tu as la gratitude de pouvoir être là pour justement lui faire ce miroir ou lui montrer ses angles morts ou lui tenir l'espace pour elle. Mais en même temps, moi, c'est aussi comment dire? Cette gratitude de dire à l'univers: «Bah, OK, merci de me montrer une autre facette de la vie à travers cette personne que moi j'ai pas expérimentée». Me montrer en fait que, bah, maintenant je peux mieux connaître la vie parce que j'ai un autre point de vue encore différent et puis, ouais, donc ça amène beaucoup. Mmh. exactement, on grandit forcément, dans les rencontres, quoi. Mmh mh, mmh mh. Mmh. Ouais, 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 tout à fait. Mmh. Ah là là, je pense qu'on peut encore, tenir 2 heures comme ça sur plein de sujets. Mais peut-être qu'on fera d'autres épisodes. Je pense qu'aujourd'hui on va pouvoir, finir là. Mmh. Est-ce Ouais. que, pour terminer, est-ce que toi tu as des projets que tu veux parler qui s'en viennent, dans ce que tu fais comme pratique, dans ton année là, que les gens je mettrai les liens pour que les gens puissent trouver un peu, tout ce que tu fais. Mais sachant que tu es en France, tu es vers Annecy, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Mmh. Très concrètement, moi, je fais des consultations d'équilibrage énergétique principalement où, je fais mon travail, d'énergéticienne, de thérapeute, pour vraiment, aider les personnes à renouer, à transitionner dans ce qu'ils sont en train de vivre et puis, de retrouver les ressources dont ils ont besoin pour passer ces passages de vie des fois un peu délicats, mais aussi, en apprendre plus sur soi, hein. C'est vraiment des outils de connaissance de soi aussi. Donc je travaille en présentiel et à distance. Et par ailleurs, j'ai aussi des projets, qui s'en viennent. Donc je reproposerai, sûrement à la rentrée, les ateliers chamaniques. J'ai des ateliers ou des week-ends, d'initiation chamanique ou d'expérience chamanique. Je compte aussi proposer des expériences qui sont plutôt plus larges. Voyage de conscience, comme on en parlait, qui sont pas forcément avec le prisme du chamanique, mais plus largement voyage de conscience, tout autant, transformateurs, introspectifs, qui s'en viennent aussi. Et puis d'autres, voilà, d'autres projets qui pour l'instant, ont besoin encore de maturer, avant que je puisse en parler. Mais il y aura des nouveautés, plutôt à la rentrée, après l'été, parce que du coup, je me mets souvent en pause, pendant l'été. Ouais. Trop bien, plein de choses. Bon, va falloir que je fasse un tour à Annecy du coup pour venir voir tout ça là. Ah bah oui, c'est obligé. Et ben, trop bien. Bah, merci encore énormément pour ce temps, pour tous ces échanges, ta présence. Mmh. Oui, merci à toi pour ton invitation, c'était vraiment un Mmh. plaisir. C'est toujours, trop agréable de parler de tout ça. Ouais, carrément. Mmh. Et ben, on va se quitter là, en tout cas. Merci encore. Passe une belle journée et puis, pour, tout le monde, à bientôt dans un prochain épisode et puis dans la description, je vous mettrai le lien du site de Laurie, où trouver tout ce qu'elle fait et puis même d'autres épisodes de podcast qu'elle a pu faire ailleurs si vous voulez en découvrir plus sur son parcours. Donc voilà, belle journée. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Vie en Bleu. J'espère qu'il vous a apporté des clés, de l'inspiration ou simplement un moment de douceur. Si cet épisode vous a plu, sentez-vous libre de vous abonner, de mettre des étoiles pour soutenir le podcast et de le partager à celles et ceux avec qui il pourrait résonner. Si vous souhaitez découvrir mes pratiques holistiques et vibratoires, toutes les infos sont sur mon site benenergie.com et sur mon Instagram @ben.energie. Vous pouvez aussi trouver tous les liens dans la description de cet épisode. À très bientôt pour un nouveau voyage ensemble.